Nouvelle semaine d'information sur la Télé-Pacifique. Ravi de vous retrouver dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, le Conseil présidentiel de transition a procédé ce lundi à l'installation du nouveau Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé. À cette occasion, M. Fils-Aimé a reconnu la précarité de la situation actuelle en Haïti et s'est engagé à œuvrer pour résoudre la crise qui ravage le pays. Un agent de bord de la compagnie Spirit Airlines a été blessé lundi alors que l'avion tentait d'atterrir sur les tarmacs de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Plusieurs personnes ont été blessées par balle à proximité du cimetière de Drouillard de la route de Frères lundi lors des attaques perpétrées par des bandits armés. Et puis, paralysie des activités de la région métropolitaine de Port-au-Prince ce lundi en raison de la violence des gangs armés. Restez avec nous, la suite c'est après la pause. De chef, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le Conseil présidentiel de transition a procédé ce lundi à l'installation du nouveau Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. À cette occasion, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition a dressé un bilan des réalisations de l'organe présidentiel depuis son installation. Il a salué le départ du gouvernement sortant qui a lancé plusieurs grands chantiers de la transition. Suivons-le au micro de Marc-Ramel Auguste. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis que le Conseil présidentiel de transition a été installé dans ses fonctions, dans un contexte où l'État était menacé d'effondrement et les institutions presque totalement paralysées. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Konille, et je salue son courage et sa détermination. Nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. J'ai été personnellement attiré par les qualités et les compétences de plusieurs membres du gouvernement sortant. Je prends plaisir, encore une fois, à saluer leurs efforts et leurs contributions. Monsieur le Premier ministre Fils-Aimé, je veux avant toute chose vous féliciter pour avoir bénéficié de la confiance des membres du Conseil présidentiel de transition. Le choix porté sur vous pour poursuivre la conduite de l'action gouvernementale pendant cette période de transition a été fait parmi plusieurs autres personnalités présentant des profils intéressants, tant par leur expérience des affaires de l'État que par leur honnêteté. Nous nous félicitons de ce que le pays dispose de tant de ressources disponibles et dévouées. Le président du CPT a fait le point sur la feuille de route du nouveau gouvernement, rappelant que la sécurité et l'organisation des élections constituent les principales priorités de la transition. Il a également insisté sur l'urgence pour ce nouveau gouvernement d'agir rapidement en vue de l'installation de l'organe de contrôle des actions gouvernementales et du Conseil national de sécurité, ainsi que la nomination des directeurs généraux et des agents exécutifs intérimaires. Soulignant que l'heure n'est plus aux promesses, il a exhorté le nouveau chef du gouvernement à rétablir la confiance des citoyens envers les institutions étatiques du pays. Suivons-le toujours au micro de Marc-Ramel Auguste. Le Conseil présidentiel compte beaucoup sur vos capacités pour supporter ces efforts dans la recherche de la stabilité, de la paix sociale, en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays. Le Conseil électoral provisoire, installé il y a 3 semaines, a besoin de moyens suffisants pour commencer à fonctionner. Les conditions de sécurité doivent être établies sans délai pour la bonne organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle et des élections d'ici la fin de l'année 2025. On ne peut pour aucune raison rater cette échéance. Monsieur le Premier ministre, vous allez malheureusement trouver une administration publique confrontée à certaines difficultés. Des institutions techniquement déconcentrées, incontournables pour le fonctionnement de l'État, poursuivent une grève à laquelle il faudra trouver une solution. Nous devons trouver la formule susceptible de donner rapidement un nouvel élan à l'administration publique. Dans ce même contexte, il faut préciser comment il est plus qu'urgent de travailler ensemble pour, entre autres, la mise sur pied de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, du Conseil national de sécurité, CNS, ainsi que la désignation de nouveaux directeurs généraux des organismes autonomes et des agents intérimaires
et des agents intérimaires à la tête de certaines municipalités. Nous avons... Dans son discours, le nouveau Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a reconnu la précarité de la situation actuelle du pays. Cependant, il a promis de travailler en toute transparence dans la gestion des affaires publiques et a réitéré que la sécurité et l'organisation des élections demeureront les priorités de son gouvernement. Je voudrais adresser tout d'abord mes propos de remerciement aux conseillers présidentiels qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme Premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Plus loin, l'homme d'affaires a lancé un appel à toutes les composantes de la société pour contribuer à surmonter la crise multidimensionnelle qui ravage le pays. Il a affirmé son engagement à améliorer ce qui doit être amélioré et à poursuivre les actions bénéfiques et à œuvrer pour l'harmonisation des deux branches de l'exécutif. Suivons le micro de Emma Gramel Auguste. Situation malouque, mais rien, pas impossible. C'est pour ça m'a lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules pour succès car pour tout le monde dans le pays. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. La relance économique est au rang de nos urgences. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des deux branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections. Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. J'invite nos amis et partenaires de la communauté internationale à supporter les appels du Conseil présidentiel et du gouvernement pour une coopération efficace tenant davantage compte de l'urgence sécuritaire et humanitaire. Diverses personnalités ont émis des réactions controversées concernant la révocation du Premier ministre Gaïkoni. Deus Deonet, ancien député de Marigot, a qualifié de responsable la décision du CPT, affirmant que cette révocation était nécessaire pour calmer le Premier ministre Koni qui s'arroge des prérogatives présidentielles. De vives tensions ont régné dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ce lundi. Un agent de bord de la compagnie Spirit Airlines a été légèrement blessé d'un projectile alors que l'avion tentait d'atterrir sur les tarmacs de l'aéroport international Toussaint-Louverture. L'avion provenait de Fort Lauderdale, des États-Unis. Cette situation l'a contraint de se dérouter du pays pour atterrir en République dominicaine. Spirit Airlines a annoncé la suspension de ses vols vers Port-au-Prince et Cap-Haïtien jusqu'au 21 novembre, sous réserve d'une amélioration des conditions de sécurité, selon le porte-parole de la compagnie qui a rappelé que la sécurité des employés et des passagers demeure ses priorités. Toujours en ce qui concerne la journée de tension de la région métropolitaine de Port-au-Prince,
Plusieurs personnes ont été blessées près du cimetière de Drouillard sur la route. Deux frères alors qu'elles vaquaient tranquillement à leurs activités lors des attaques menées par les membres de la coalition armée Vivre Ensemble. Ces assaillants ont incendié plusieurs maisons dans le quartier résidentiel de Vivi-Michel, dont celle du chirurgien Renan Charlot, selon l'ancien secrétaire d'État à l'alphabétisation Hervé Saint-Ilus. Des individus armés ont également attaqué le parc industriel de Sonapi, situé à proximité de l'aéroport international d'Oussel-Verture. Cette situation de panique a entraîné la paralysie des activités dans le département de l'Ouest, perturbant notamment le fonctionnement des établissements scolaires et de certaines institutions commerciales. Des tirs ont été également signalés dans plusieurs zones, notamment à Tabar, Delma et à Pétionville. Autre nouvelle, le Panama prévoit d'envoyer son contingent pour renforcer la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Selon le ministre des Affaires étrangères, Javier Martinez-Hacha, le Panama se dit prêt à s'engager dans la lutte visant à rétablir la sécurité dans le pays dans le cadre de la 31e session de planification du groupe de travail haïtien sur les stratégies nationales de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de réduction des violences communautaires. Le commandant kényan Godfrey Otunge a présenté les 4 phases de la mission multinationale, son rôle, son mandat et ses responsabilités dans le pays. Il a précisé que cette mission comprend une première phase de déploiement, actuellement en cours, une deuxième phase axée sur les opérations décisives, une troisième phase de stabilisation et enfin une phase de transition marquée par le transfert des responsabilités aux autorités locales. Le forum d'appui au processus électoral a été lancé samedi à Pétionville autour du thème « Défis et conditions pour la réussite du processus référendaire et électoral » par le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, le conseiller président Frédéric Joseph, le premier ministre sortant Gary Coney, des membres du Conseil électoral provisoire et des représentants du corps diplomatique accrédité en Haïti ont été présents à cet événement. Le président du CPT, dans son discours, a déclaré que dans l'union et le consensus, le pays pourra relever les défis auxquels il fait face. Leslie Voltaire a renouvelé l'engagement du CPT à organiser des élections, insistant sur le fait que le processus électoral qui s'annonce marquera un retour au respect des principes de la démocratie. De son côté, le Premier ministre sortant a rappelé l'importance de l'harmonie entre les acteurs politiques et tous les autres secteurs de la vie nationale pour garantir le succès du processus référendaire et électoral, ainsi que la passation du pouvoir le 7 février 2026 à des élus, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La police nationale d'Haïti a annoncé l'arrestation du policier Ernst Jacques et de sa concubine Gloria Pierre, membres du groupe administratif de la dite institution pour détention et trafic illicite de munitions. Cette interpellation a eu lieu vendredi 8 novembre 2024 lors d'une patrouille par des agents de l'UDMO au niveau du Champ de Mars. L'agent 3 affecté à l'unité temporaire anti-gang transportait 2400 cartouches, dont 1400 de calibre 7.62 et 1000 de calibre 5.56 mm. La PNH indique que le policier a déclaré avoir obtenu ses munitions du stock de la PNH en complicité avec sa concubine. Toujours dans l'actualité, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme a exprimé son insatisfaction face aux actions du ministre de la Justice, M. Carlos Hercule. Le collectif déplore la dégradation des conditions de détention dans les centres carcéraux du pays, notamment au commissariat de Tabar. Le coordonnateur de CADO, Arnel Rémy, a affirmé l'importance pour le nouveau ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour assainir les commissariats et centres carcéraux du pays. Suivons le micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous estimons que le ministre qui se passe là, le ministre de la Justice, le travail n'est pas fait assez parce que conditions de détention prisonniers, ça ne va jamais changer. Le commissariat Tabar, nous entrons dans le commissariat, il y a 2 personnes qui sont disposées devant nous, tellement en dedans senti. Le commissaire Tabar a fait effort, l'inspecteur des commissaires n'a pas besoin de faire effort pour nettoyer. Mais malheureusement, ça va suffire. Et Mounio, pile sous pile en dedans, chaleur arrête. Il y a des gens qui même mouillent en dedans, qui sont bien disposés. L'on train de comme avocat bon service, sous pas un bon nez, ou quand il est disposé tellement de senti. Moi, je pense que nous sommes siècle du respect et de la préservation des droits inhérents à la personne humaine. Comme avocat au niveau cadeau, moi, je pense que c'est extrêmement important pour le ministre qui va monter là, ou bien le commissaire gouvernement, prendre toute disposition
pour assurer que garde à vue, le nettoyer, les gens qui sont dans garde à vue avec de très bonnes conditions. Et ce n'est pas seulement le commissaire à tabac, mais mettez focus sur le tabac, c'est parce que c'est là nous avons traité un dossier, nous mettons plusieurs avocats, nous avons fait remarque là, nous dit 21e siècle, là, on ne peut pas traiter les gens comme ça. Ce n'est pas possible. Selon Maître Anel Rémy, a attiré l'attention du président du CPT sur l'importance de désigner un avocat militant comme nouveau ministre de la Justice, en précisant que le titulaire de ce poste doit connaître le fonctionnement des institutions du pays. Suivons-le. Il faut dire que pas de monde qui mieux maîtriser le problème, non? Parce que c'est le monde qui soutient la militaire. On a essayé de lancer appel là. Les Voltaire, mais choix municipaux, nous-mêmes comme jeunes, nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes comme militants, nous toujours exclus là-dedans. Parce que même nous disons, pas qu'on est qui a fait plus bon ministre de justice qu'on est qu'à militer sous terrain là. C'est-à-dire, on est qui à la pas jamais aller en prison, pas jamais aborder pour une détention de psychologie, pas jamais faire opposition, pas jamais bon politique pour améliorer la politique carcérale et puis pas le ministre. Nous-mêmes comme avocats, nous gagnons dans cette structure là, nous connaissons des gens qui a fait bon ministre de justice, des avocats militants qui soutiennent, qui a fait de bons ministres de justice. C'est-à-dire tout ça c'est pour dire choix politique qui va le faire là pour mettre un ministre dans le ministère de la justice. Ça dit c'est pas un monde qui est silencieux. Il faut aller au parquet à tout pour observer que comme il parquet a pas de bureau, il faut qu'on problème ça. Nous-mêmes comme avocats dans le niveau cadeau, nous-mêmes comme avocats qui fait partie du cabinet d'avocat sur le film, nous disons faut que de voir tout dans son choix politique ça. Parce que nous risquons de nous mettre en opposition parce que le comportement discriminatoire que la politique va faire, ça vient faire que nous n'avons pas de place. Nous avons place pour tout. Et pas bon monde qui a un système plus bien que avocat militant extérieur. Nous disons quoi? Nous faisons choix politique ça. Nos choix politique pas fait là, nous dit CPT à ça, nous dit M. Le Voltaire ça, nous dit tout le monde concerné, écoutez, nous avons notre mot à dire. La 21e édition du Festival des 4 chemins se déroulera du 25 novembre au 7 décembre autour du thème « Non au masque et aux mascarades » dans les locaux de l'Institut français en Haïti. Selon Michael Formilus, le chargé de communication de l'activité, le lancement officiel de cette activité qui aura lieu le 25 novembre. À cette occasion, des ateliers de lecture, des conférences de débat et de réflexion seront organisés. Il a également précisé que des activités de théâtre visant à sensibiliser les habitants des départements du Nord, du Nord-Est et du Centre sur des enjeux tels que l'urbanisation, la construction ainsi que des violences basées sur le genre seront réalisées. Suivons-le au micro de Franz Michael Stevens. On a lancé 21e édition qui a fait ceci 25 novembre pour arriver 7 décembre. Sous ou bien en bas phrase phare qui c'est non au masque et mascarade. Édition ça, n'a recevoir et comme invité spécial Florence Jean-Louis Dupuis qui c'est un professeur et qui c'est un professeur de théâtre, professeur metteur en scène, qui est dramaturge aussi, qui c'est ancienne comédienne, qui gagnait plusieurs représentations et artistique qu'il a fait en un cadre festival 4 chemins à Nessa. D'abord, on a bien les activités en amont qui a commencé 14 novembre pour arriver 19 novembre dans Port-au-Prince. C'est une série de lectures. Côté on a fait focus sur le Liban. On a lu 2 textes libanais et puis on a gagné 2 textes encore, 4 textes que on a lu dans le cadre en série que 4 chemins gagnent qui c'est une nouvelle dramaturgie d'Haïti. On a gagné une dizaine de représentations. On a un concert de clôture et lancement. Et jour lancement qui c'est 25 novembre, c'est à l'Institut français à 10h30 dans le matin. Et nous avons une animation culturelle avec Némi Bastien et autres éléments. Même chaque année, nous avons une série de lecture, nous avons un atelier, nous avons un spectacle avec un pile d'autres bagailles. De son côté, Ketia Naissance a informé que les artistes nationaux et internationaux
auront à donner leurs prestations lors de ce festival. Il a également dénoncé la crise sécuritaire qui ravage actuellement le pays. Non au mascarade, c'est pour dénoncer ce qui est en train de se faire à Port-au-Prince, c'est pour dénoncer tout le monde qui décide, parce que nous connaissons pile l'autre monde qui prétend pour porter masque là, pile le monde qui à l'intérieur de eux-mêmes envie de porter masque là parce que son situation peut-être retrouver là-dedans, mais nous-mêmes nous disons non au masque et mascarade et nous prenons plutôt ou bien on fait promotion pour des gens qui vrai, pour des gens qui authentiques, qui aiment Haïti dans le pays. En plus de spectacles, lecture que nous avons dans le festival là, nous avons un café poésie autour qui fait partie de la programmation du festival là. C'est un moment de littérature et de détente, côté que a gagné un petit dialogue sur littérature. Nous avons gagné sur le point ça m'a venu avec Jude Joseph qui c'est un haïtien qui a vivre en France, parce qu'ils sont un conteur haïtien qui a venu dans le festival là, qui a dit texte qui a fait de contes dans le cadre de Café Poésie, dans le cadre du 21e festival à Nessa. En plus de Jude, nous avons gagné Jean-Luc Raharimanana, c'est un malgache qui a venu tout à Nessa. Lui-même, c'est un écrivain, un metteur en scène et puis un éditeur. C'est un plaisir pour nous parce que chaque année, nous toujours gagnons de monde au niveau international qui est toujours intéressé à venir dans le festival là puisque c'est un festival international. Mais malheureusement, par rapport avec la situation pays, ça fait que nous obligés à chaque fois à décliner une série d'invitations. Nous refermons cette édition de Nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.